Un policier raciste a donné un coup de pied à un homme noir dans une salle d'audience, sans savoir qu'il s'agissait d'un Navy SEAL américain. Il est resté stupéfait lorsque l'homme a riposté. Ce qui s'est passé ensuite a choqué le pays tout entier. Cela aurait dû être une journée ordinaire au palais de justice. Rien de bruyant, rien de viol, rien d'inattendu. Mais dans un monde où la couleur de la peau d'un homme noir peut parler plus fort que ses mots, peu importe qu'il soit resté calme et respectueux. Peu importe qu'il ait présenté une carte d'identité officielle prouvant son identité. Rien de tout cela n'a empêché l'officier de traverser la salle d'audience en trombe, le regard plissé par la suspicion, la rage bouillonnant derrière son badge. Vous pensez pouvoir vous promener ici comme si vous apparteniez à cet endroit? Lorsque l'homme a répondu calmement, « Monsieur, je vous ai montré ma carte d'identité », cela n'a pas empêché l'officier en uniforme de lui donner un coup de genou dans le ventre et de le frapper devant le juge, le jury et une foule médusée. Vous correspondez à la description, a crié l'officier. Les flics comme moi ne reçoivent pas d'ordre des criminels. Ce que personne dans cette salle d'audience ne savait, ni l'officier, ni le juge, ni même l'homme lui-même, c'est que cet instant, cet acte d'agression raciste aveugle, allait provoquer l'effondrement d'un système entier. Car cet homme qu'il pensait pouvoir humilier n'était pas n'importe qui. Il n'était pas un criminel. Il n'avait pas peur. C'était un Navy SEAL décoré, doté d'une habilitation de haut niveau, d'une formation tactique et de connexion atteignant le sommet du renseignement militaire. Et il venait d'être agressé devant témoins, caméras et une horloge de justice prête à exploser. Mais tout cela n'a pas commencé avec ce coup de pied. Non, cela avait commencé bien plus tôt, à l'extérieur du palais de justice. L'homme, vêtu d'un simple costume gris et tenant des documents légaux, était venu assister à un procès impliquant une personne qui lui tenait à cœur, un jeune homme noir faussement accusé de vol. Il s'attendait à entrer et sortir sans encombre. Mais dès l'instant où il avait franchi les portes du tribunal, tout avait changé. Les regards s'étaient figés sur lui, la sécurité s'était tendue, et même le ton du greffier s'était modifié lorsqu'il avait présenté ses papiers. Puis un huissier l'avait arrêté. Où pensez-vous aller? Comme si le simple fait de mettre les pieds dans cet espace était un crime. Il n'a pas crié. Il n'a pas résisté. La discipline lui avait été inculquée dans le désert, sur les océans, dans des pays étrangers où la vie et la mort dépendaient du calme de ses mains et de la précision de son esprit. Mais dans cette salle d'audience américaine, sa discipline ne l'a pas protégé. Un officier l'a vu. Son visage, juste son visage. Et il a décidé qu'il n'avait pas sa place ici. Peu importe qu'il soit témoin. Peu importe qu'il ait été appelé à la barre. Peu importe que sa carte d'identité soit authentique. Aux yeux de cet officier, il représentait une menace. Tout est allé très vite. L'officier a crié. L'homme a levé les mains. Il a tout de même été frappé. La salle d'audience a halté. Le juge a tenté de rétablir l'ordre, mais le mal était déjà fait. Le sceau de la justice, suspendu au-dessus du banc du juge, s'est fissuré ce jour-là, pas à cause de la violence elle-même, mais à cause de ce qu'elle révélait. Lorsque l'homme s'est lentement relevé, son regard fixé sur l'officier, quelque chose a changé dans la pièce. L'air s'est figé. Il aurait pu riposter immédiatement. Il aurait pu briser la posture de l'officier en quelques secondes. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a regardé droit dans les yeux et a simplement prononcé 6 mots. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Ce n'était pas une menace. C'était une vérité. Une vérité qui allait déclencher une suite d'événements que personne n'avait vu venir. Car cette agression en pleine audience n'était pas la fin. C'était le début. Lorsque les images de l'incident ont fuité sur les réseaux sociaux, elles ont fait la une des journaux à travers le pays. Mais cet homme n'est pas simplement reparti blessé. Il est reparti déterminé. Ce que personne n'avait anticipé, c'est qu'il utiliserait ses connexions. Son accès militaire de haut niveau. Son réseau confidentiel. Son habilitation classée. Il a fouillé dans le passé de l'officier qui l'avait frappé. Et ce qu'il a découvert n'était pas qu'une simple faute professionnelle. C'était un réseau. Une chaîne de commandement corrompue, impliquant plusieurs officiers. Des dissimulations. Des arrestations injustifiées. Des preuves cachées. Des abus systémiques. Tous liés à cet homme qui l'avait agressé. Parce que parfois, le karma ne prend pas son temps. Parfois, la justice ne frappe pas poliment. Parfois, elle revient, discrète, précise, implacable. Ce n'était pas une question de vengeance.
C'était une question de vérité. Mais le moment le plus puissant n'a pas été le coup de poing qui, finalement, est venu. Ce n'était pas la couverture médiatique. Ce n'était même pas la chute des officiers corrompus. C'était ce qui s'est passé lors de la dernière comparution au tribunal. Lorsque cet homme, qui avait été humilié, se tenait maintenant debout, navet de toutes les fausses accusations. Non pas comme accusé. Non pas comme simple témoin. Mais comme la figure clé du démantèlement d'un système d'injustice raciale enraciné au sein des forces de l'ordre. Il a regardé cet officier dans les yeux une dernière fois. Devant les caméras. Devant les familles des victimes. Devant le juge. Et il a posé une question à laquelle personne n'a su répondre. Combien d'autres n'ont jamais eu la chance de se relever? Cette histoire n'est pas une fiction. Pour certains, c'est une réalité. C'est un miroir. C'est une lente explosion de vérité. Un homme. Un instant d'injustice. Un puissant réveil. Mais voici la question qui demeure. Comment un seul incident en salle d'audience a-t-il fait tomber un système entier? Et surtout, qu'a fait ce Navy que personne n'a vu venir? Restez avec nous. Parce que la vérité ne fait que commencer à émerger. Ils regardaient déjà au-delà du présent, calculant, se souvenant, choisissant leur prochain mouvement. À l'extérieur du palais de justice, le soleil brillait toujours. Le monde continuait de bouger, mais quelque chose d'irréversible s'était produit. Malik Jefferson n'avait jamais prévu de riposter avec les poings ou la rage. Il n'en avait pas besoin. Il possédait quelque chose de bien plus puissant, la vérité, les connexions et la discipline d'attendre le bon moment pour frapper. Il avait vu la guerre. Il avait vu la mort. Mais ce qu'il était sur le point de faire allait ébranler tout un système. Et cela commencerait par un nom que personne n'avait osé prononcer en public auparavant. Un nom déjà inscrit sur des dossiers scellés, enfoui dans des secrets. Des hommes comme Rick Alvorson ne savaient pas encore ce qui allait les frapper. Il ne s'agissait plus d'une bagarre au tribunal. C'était le début d'un règlement de compte. La question qui planait maintenant n'était plus « pourquoi cela s'est-il produit ?» mais « que allait-il faire à ce sujet ?» Parce que Malik ne se battait pas seulement pour lui-même. Il était sur le point de se battre pour tous ceux qui n'avaient jamais eu leur chance. Les jours suivants se transformèrent en une brume de procédures légales, de regards silencieux et de fureur contenue. La sécurité du palais de justice tenta de minimiser l'incident. Les rapports furent déposés sans urgence. Rick Alvorson fut placé en congé administratif temporaire. Procédure standard, disait-il, comme si le coup de pied qui s'était abattu sur les côtes de Malik était une simple erreur administrative. Aucune excuse ne fut formulée. Aucun accusé de réception. Juste une campagne de murmures internes suggérant que Malik avait réagi de manière excessive, qu'il avait mal compris la situation. Mais ceux qui étaient là, ceux qui avaient vu, n'étaient pas aussi prompts à oublier. Une vidéo filmée par un téléphone civil commença à circuler en ligne. L'image n'était pas parfaite, mais elle était assez claire pour montrer la force, l'agressivité et le pur manque de respect dans les actions de Rick. Plus important encore, elle était assez nette pour révéler la retenue de Malik. Depuis longtemps, Malik avait compris que la justice n'était pas accordée à des hommes comme lui. Elle devait être construite, pièce par pièce, sur des fondations que d'autres tentaient d'enterrer. Alors que le monde débattait pour savoir si, c'était vraiment si grave, lui passait déjà des appels. Il renoua avec des gens de son passé. Des gens qui lui devaient des faveurs, qui se souvenaient de ce qu'il avait fait à l'étranger. Qui comprenaient que Malik ne tendait pas la main à moins que ce soit sérieux. Son ancien commandant des SEALS, aujourd'hui à la retraite, offrit son soutien sans hésitation. Un ex-analyste du renseignement, autrefois intégré à une opération conjointe en Syrie, lui envoya des fichiers cryptés qu'il n'avait jamais demandés mais dont il avait besoin. Un journaliste, qu'il avait autrefois protégé lors d'une extraction d'ambassade à Cabo, lui envoya un message en 2 mots, « Je t'écoute ». Le procès de Jamal fut reporté en raison des troubles au palais de justice. Malik, toujours officiellement témoin, entra dans le bâtiment sous des regards chargés de sympathie ou de mépris. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Il n'était pas là pour la sympathie. Il n'était même pas là pour se venger. Il était là pour exposer la vérité. Et il savait que la vérité avait plusieurs niveaux. Un après-midi, assis dans un café à un pâté de maison du palais de justice, Malik rencontra un vieil ami, Marcus Cole, un spécialiste de la cybersécurité. Marcus était du genre à retrouver des archives enfouies, des communications effacées,
des documents scellés, avec un simple ordinateur portable et assez de temps. Ils s'installèrent dans un coin. Le café fumait encore, intact. J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Alvorson, dit Malik d'un ton bas et mesuré. Dossier disciplinaire, historique des plaintes, enquêtes internes, lien avec quelqu'un de plus haut placé. Marcus se pencha en arrière, les yeux plissés. Tu t'en prends à lui? Je m'en prends au système qui le protège, répondit Malik. Il n'est que la pointe de l'iceberg. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Malik découvrit 3 plaintes antérieures de prévenus noirs, toutes rejetées. 2 témoins avaient disparu avant de pouvoir témoigner. Un officier qui avait tenté de rouvrir une affaire impliquant Alvorson avait été réaffecté hors de l'État en une semaine. C'était un schéma. Et les schémas, une fois exposés, perdaient leur pouvoir. Rick Alvorson, assis dans son salon, regardait les informations, les poings fermés. Son monde se rétrécissait. Pendant ce temps, Malik attendait. Attendait l'audience. Attendait la confrontation. Attendait le moment où la salle d'audience se remplirait de visages, mais cette fois, où la vérité serait plus forte que les mensonges. Et ce moment était proche. Lorsque j'ai tenté de clarifier les choses, j'ai été agressé physiquement devant des témoins, devant un juge, devant un système qui n'a rien fait jusqu'à ce qu'une vidéo devienne virale. Des murmures résonnaient doucement au dernier rang. Les juges ont donné un coup de poing pour le silence, mais Malik n'a pas rompu le contact visuel avec le procureur. Quelle a été votre réaction initiale? Demanda le procureur. J'ai été dans des zones de guerre avec plus de dignité que cette salle d'audience. Malik a répondu sans hésitation. Et le plus dur, c'est que je n'ai pas été surpris. L'avocat de la défense se leva, puis marcha lentement comme s'il se préparait à l'attaque. Monsieur Jefferson, dit-il d'une voix calme, vous avez servi dans l'armée, c'est exact. Oui, opération spéciale. Est-il vrai que vous avez participé à des combats classifiés et que vous êtes entraîné à la confrontation physique? Oui. Donc, lorsque mon client s'est approché de vous, vous étiez parfaitement capable de vous défendre. J'étais également parfaitement capable de ne pas le faire. Malik répondit d'une voix plus froide, ce à quoi il s'attendait. L'avocat de la défense cligna des yeux, pris au dépourvu pendant une seconde, mais insista. Est-il possible que vous ayez été pris pour quelqu'un d'autre? Mon client prétend que vous correspondiez à la description d'un suspect. Malik pencha légèrement la tête. Je correspondais au teint d'un suspect, c'est la seule description qui comptait pour lui. La tension dans la pièce était palpable. Rick remua sur son siège. L'avocat changea de tactique. Laissez-moi parler de votre enquête, dit-il en se rapprochant. Vous avez pris sur vous de fouiller dans le passé de l'agent Elson. Oui, j'ai découvert des documents, des témoignages et des schémas. Est-ce votre rôle, monsieur Jefferson? Justicier, juge. La mâchoire de Malik se contracta, mais sa voix resta ferme. Est-ce votre rôle de protéger les abus et d'appeler cela le protocole? La salle d'audience s'agita à nouveau, plus fort cette fois-ci. Le juge leva la main pour demander le silence. Malik regarda Rick droit dans les yeux et la pièce sembla se rétrécir autour d'eux comme un tunnel. Tu penses que c'est à cause de ton embarras? Tu crois que c'est juste une question de coup de pied? Tu ne réalises même pas à quoi tu as participé. Tu ne m'as pas juste donné un coup de pied, tu as donné un coup de pied à chaque personne que tu as réduite au silence avec de la paperasse, à chaque accusation que tu as falsifiée, à chaque vie que tu as ruinée pendant que ton badge te protégeait. Rick ouvrit la bouche, brisant enfin son silence. Tu ne me connais pas, cracha-t-il. Malik se pencha légèrement en avant, les yeux rivés sur lui. Je sais exactement qui tu es et je sais pour qui tu travailles. La pièce se figea. Le procureur se tourna lentement vers Malik. Que veux-tu dire par là? Malik fouilla dans la poche de sa veste et déplia une feuille de papier scellée dans une enveloppe officielle portant l'autorisation des services de renseignement militaire. Il la tendit au greffier qui la passa au juge. Ce dernier lut silencieusement, les sourcils se levant lentement à chaque ligne. Ce que Malik venait de révéler était un rapport généré à partir d'une enquête classifiée il y a 2 ans. Il détaillait l'existence d'un réseau de communication secret entre certains membres des forces de l'ordre locales et une société de sécurité privée. Le nom de l'agent Elson apparaissait 6 fois, en lien avec des fuites de surveillance, le partage de données et des paiements effectués pour supprimer les conclusions des affaires internes. Des halètements parcoururent la salle. Malik continua d'une voix inébranlable. Il n'agissait pas seul.
Il était protégé, promu, récompensé pour avoir fait disparaître certains types de personnes des archives publiques. Chaque fois que quelqu'un essayait de dénoncer la situation, il était réaffecté, réduit au silence ou menacé. Le juge baissa le document, le visage illisible. Rick se leva brusquement. C'est un mensonge. Le juge leva la main. Agent, vous allez vous asseoir. Les yeux de Rick parcoururent la salle. Vous allez croire à cette situation. Cet homme n'est pas une victime. Il essaie de détruire ma vie. La voix de Malik trancha le chaos comme une lame. Vous avez détruit votre propre vie. Moi, je n'ai fait qu'apporter les preuves. Les journalistes quittaient déjà la salle pour aller déposer leur dossier. Les caméras cliquaient. La salle d'audience était en ébullition, mais Malik ne bougea pas. Il regarda Rick être escorté dehors. Il n'était plus l'homme aux commandes. Il n'était plus protégé par le silence. Mais Malik n'avait pas fini. Malik vit le visage de l'homme s'effondrer, non pas à cause des menottes, mais parce que personne ne s'était levé pour l'arrêter. Le silence qu'il avait autrefois protégé s'était retourné contre lui. Avant de quitter le palais de justice, Malik passa devant Rick une dernière fois. Leurs regards se croisèrent. La voix de Rick murmura, « Pourquoi vas-tu si loin ?» Malik ne sia pas, « Parce que tu n'aurais jamais cru que je le ferais. » Il se détourna et sortit sous le soleil éclatant. Derrière lui, les portes du tribunal se refermèrent dans un grincement, le poids de l'histoire s'y déplaçant imperceptiblement. Mais une question silencieuse hantait ceux qui l'observaient s'éloigner, si un homme pouvait révéler autant de vérité, que se passerait-il quand d'autres suivraient son exemple? Cela ne resterait pas entre ces murs. La vérité s'infiltrait déjà dans les rues de Birmingham, une marée lente mais inexorable. Les fourgonnettes d'information demeuraient stationnées devant le tribunal bien après l'ajournement de l'audience d'urgence. Sur les trottoirs, des manifestants, étudiants, vétérans et familles de victimes se rassemblaient, brandissant des pancartes. Ce n'était pas seulement un policier qu'ils dénonçaient, mais tout un système. Les images de Rick menotté faisaient déjà le tour du pays, rediffusées sur toutes les plateformes, disséquées par les analystes, relayées par les influenceurs, débattues dans les salles de classe. Mais au-delà du tumulte médiatique, Malik percevait quelque chose de plus profond, de plus troublant, il était désormais responsable d'avoir forcé le monde à regarder ce qu'il refusait de voir. D'un côté, il était salué comme un héros, un catalyseur, un homme qui utilisait la discipline et la vérité comme des armes. Dans la rue, des inconnus le remerciaient, pleuraient devant lui, partageaient leurs propres histoires. Mais chaque tape dans le dos pesait lourd. Chaque « merci pour votre service » résonnait au-delà de son passé militaire. Il n'avait pas demandé à devenir un symbole. Il voulait juste corriger une injustice. Or, maintenant, tout le système vacillait. Jamal avait repris les cours. Mais il n'était plus l'étudiant hésitant d'autrefois. Il marchait avec l'assurance de quelqu'un qui avait vu quelqu'un se battre pour lui, et compris qu'il valait la peine de se battre. Un soir, il rejoignit Malik pour dîner. Assis face à lui, il remua son soda distraitement avant de lever les yeux. Est-ce que ça s'arrête un jour? Ce sentiment que, peu importe où tu entres, quelqu'un va essayer de tout te reprendre. Malik s'adossa, sa voix basse. Non. Mais tu finis par arrêter de te demander si la pièce est sûre, et tu commences à te demander si tu es prêt à en changer. Jamal hocha lentement la tête. J'ai toujours pensé qu'il suffisait d'éviter les ennuis. Que si je respectais les règles, rien de mal ne m'arriverait. Mais maintenant, je vois que les règles n'ont pas été faites pour nous. Pas toutes. Malik ne sourit pas, mais dans son regard, il y avait une fierté silencieuse, ou peut-être un chagrin. Il posa une main sur le poignet de Jamal. Le but n'est pas de briser les règles. C'est de les réécrire. Pendant ce temps, le département de police s'effondrait. 3 officiers impliqués dans l'affaire avaient été placés sous enquête. L'un avait déjà démissionné, dénonçant une « chasse aux sorcières ». Le chef de la police tentait de maîtriser la crise, tandis que les leaders communautaires réclamaient des réformes. Malik était convoqué à des réunions avec des officiels, des avocats, même une délégation du département de la justice. Certains voulaient des conseils, d'autres son témoignage, d'autres encore cherchaient simplement à s'afficher à ses côtés, espérant capter une part de sa crédibilité. Mais à chaque rencontre, il sentait son estomac se nouer. Était-ce un vrai changement, ou juste une nouvelle stratégie du système pour survivre? Lorsqu'un fonctionnaire lui proposa de diriger un conseil de surveillance indépendant, Malik le fixa un instant.
J'aurai de l'autorité, ou juste de la visibilité? L'homme hésita. Vous aurez votre mot à dire. Malik leva une main pour l'interrompre. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Le silence qui suivit en disait long. Il se leva, hocha la tête. Appelez-moi quand vous serez prêt à démanteler quelque chose, pas juste à le repeindre. Ce soir-là, dans son appartement, il fixait son reflet. Son téléphone vibrait d'appels ignorés. Les messages affluaient, encouragements et menaces mêlés. Il n'était pas ébranlé. Il avait vu pire. Mais il réalisait maintenant le prix de l'exposition. Il n'était plus seulement Malik Jefferson, ancien Navy SEAL. Il était devenu un symbole. Et chaque symbole portait un fardeau. Le lendemain matin, Marcus lui tendit une liasse de documents. Il y a plus. Malik parcourut les pages. Des transactions financières, discrètes d'abord, puis de plus en plus massives, transitant par des sociétés écrans. Le nom de Rick réapparaissait. Mais aussi ceux de juges ayant aggravé mystérieusement des charges contre des accusés noirs. Ils ne couvraient pas juste des bavures, murmura Marcus. Ils en tiraient profit. Malik sentit une vague glacée s'abattre sur lui. Ce n'était pas juste une affaire de racisme. Ni seulement une affaire de brutalité. C'était un business. Un marché où des vies étaient achetées, vendues, incarcérées pour le profit. Devait-il publier ces documents? Déclencher une tempête politique et judiciaire, où des vies seraient détruites? Ou laisser l'enquête suivre son cours? Cette nuit-là, sa mère lui prit la main. Tu n'as pas à tout porter, bébé. Tu en as déjà fait assez. Il murmura, je sais. Mais si j'arrête maintenant, quel est le prix du silence? Le lendemain, il monta sur le podium. Les caméras crépitaient. Le monde attendait. Il ne divulguerait pas ces informations par une fuite anonyme. Il parlerait, avec clarté et transparence. Il nommerait les coupables. Mais surtout, il nommerait les oubliés. Ceux qui n'avaient jamais eu de salle d'audience pour raconter leur histoire. Alors que son regard balaya la foule, une seule question battait dans sa poitrine, le monde serait-il assez courageux pour voir la vérité en face? La foule est atterrie sur un visage auquel il ne s'attendait pas, Sharon Alvorson, la femme de Rick. Elle n'était pas avec la presse ni debout à côté des fonctionnaires. Elle était à l'arrière, tenant la main de leur fille, le visage marqué par quelque chose de plus profond que le chagrin. Quand les yeux de Malik ont rencontré les siens, elle n'a pas détourné le regard. Elle a simplement hoché la tête, un signe silencieux et brisé que quelque chose dans son monde s'était fissuré aussi. Après la conférence, Malik a traversé la foule, répondant brièvement aux questions, redirigeant l'attention là où elle devait être, sur les victimes, sur les gens dont les noms n'avaient jamais été prononcés dans les micros. Les journalistes lui ont demandé s'il prévoyait de se présenter aux élections, les militants lui ont demandé s'il dirigerait le prochain mouvement. Il n'a fait aucune promesse. Il n'était pas intéressé par les titres. Il était intéressé par le changement, un changement qui n'avait pas besoin de son visage pour exister. Ce soir-là, de retour dans son appartement, Malik s'est retrouvé à faire les 100 pas. Sa mère a appelé juste au moment où le ciel commençait à s'assombrir. Il a répondu à la deuxième sonnerie et, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Je vais bien, maman ». Sa voix était douce et chaude, mais il y avait une lourdeur dedans. « Je sais que tu vas bien, bébé, mais ça n'est pas toujours suffisant. Tu portes tant de voix sur ton dos, et je veux juste être sûr que tu n'oublies pas la tienne. » Malik s'est assis en se frottant lentement les mains. C'est dur d'entendre ma propre voix à travers tout ça. J'ai l'impression de vivre dans des chambres d'écho. Tout le monde veut quelque chose. Ils veulent que je sois quelque chose. Sa mère a laissé le silence s'étirer. Tu es déjà quelque chose. Tu as juste oublié le son de ta propre respiration. Plus tard dans la soirée, Malik a rencontré Marcus et Aaron dans une salle de réunion privée, au-dessus d'une librairie tranquille du centre-ville. Aaron avait apporté un dernier jeu de dossier, des accords scellés entre la ville et des familles qui avaient menacé de poursuivre le département ces dernières années. L'un d'eux concernait une affaire que Malik n'avait jamais vue. Il y a 10 ans, un lycéen noir avait été arrêté et blessé par Rick Alvorson. Les charges avaient été abandonnées, mais la ville avait versé à la famille un accord confidentiel. L'étudiant, selon le dossier, avait tenté de se suicider l'année suivante. Malik a lu le dossier en silence, pressant sa main contre sa tempe. Marcus l'a regardé attentivement. Nous pouvons l'inclure dans un bail supplémentaire, a-t-il dit, ou nous pouvons le garder.
À toi de voir. Malik leva les yeux, les sourcils plissés. Nous ne retenons plus rien. Plus maintenant. Le dilemme n'était pas de savoir s'il fallait continuer. Le dilemme était de savoir comment continuer sans se laisser consumer par la chose même qu'il combattait. Il y avait un danger à devenir un symbole, les gens s'attendaient à ce que vous ne faiblissiez jamais, n'hésitiez jamais, ne remettiez jamais en question le chemin une fois que vous l'aviez ouvert. Mais Malik était toujours humain, toujours hanté par la pensée d'un accent grave quel point il avait été proche de tout abandonner, à quel point il aurait été facile de justifier le silence. Une semaine plus tard, le ministère de la Justice a publié une déclaration publique annonçant une enquête fédérale complète sur le département de police de Birmingham. Plusieurs hauts fonctionnaires ont été assignés à comparaître. Le conseiller municipal dont Aaron avait donné le nom à Malik a été arrêté lors d'une descente de minuit. Les images de l'arrestation le montraient incrédule, criant qu'il était un ami de la réforme. Malik ne l'a pas regardé en direct. Il l'a lu le lendemain dans un résumé des nouvelles laissées sur son pas de porte. Il n'a pas souri. Il n'y avait aucune satisfaction, seulement une profonde compréhension que le chemin à suivre était long et que ce n'était que le début. Un soir, Malik est retourné à la même église qu'il avait visitée avec Jamal et sa tante. Il s'est assis sur le banc du fond, inaperçu, alors qu'une réunion communautaire se déroulait à l'avant. Les gens discutaient de l'avenir, de nouvelles politiques, de nouveaux conseils de responsabilisation, de demandes pour des programmes jeunesse et une surveillance communautaire. À un moment donné, une jeune femme s'est levée et a dit « Je ne veux pas d'un sauveur. Je veux des systèmes qui fonctionnent, que quelqu'un comme Malik existe ou non. » La foule a murmuré en accord. Malik hocha la tête pour lui-même. C'était le but. Marcus avait passé des heures à apprendre toutes les caractéristiques du véhicule, à étudier le manuel jusque tard dans la nuit. Son père, le procureur David Williams, lui avait appris exactement comment se comporter s'il se faisait arrêter. Mouvement visible des mains, lent. Document prêt. Cela ne devrait pas être nécessaire, avait dit son père avec un sourire crispé. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Alors que Marcus descendait Madison Avenue, il n'avait pas remarqué la voiture de police qui avait commencé à le suivre, 3 pâtés de maison plus loin. À l'intérieur de cette voiture, l'officier James Peterson était assis, les yeux fixés sur la Tesla, ses doigts tambourinant contre le volant. Au cours de ses 15 années dans la police, il avait développé ce qu'il appelait le « sixième sens » à propos des véhicules suspects. Pour lui, un jeune homme noir dans une voiture chère avait déclenché toutes sortes de drapeaux rouges. Le clignotant de la Tesla clignota alors que Marcus se préparait à tourner sur Oak Street. L'officier Peterson en avait assez vu. Il alluma ses phares et la sirène retentit 2 fois. Le cœur de Marcus se serra lorsqu'il vérifia son rétroviseur. Il avait tout fait correctement, conduisant exactement à la limite de vitesse, s'arrêtant complètement en utilisant ses clignotants, mais il était quand même arrêté, suivant les instructions de son père. Marcus s'arrêta en douceur, positionnant la voiture dans une zone bien éclairée près d'un café où plusieurs personnes étaient assises à l'extérieur. Il coupa le moteur, plaça ses mains à 10 et 2 sur le volant et prit une profonde inspiration. Son portefeuille était dans sa poche arrière et les documents de la voiture étaient dans la boîte à gants, mais il savait qu'il valait mieux ne pas les toucher jusqu'à la fin. L'officier Peterson s'approcha de la vitre côté conducteur, sa main posée nonchalamment sur son étui, un détail qui n'échappa pas à l'attention de Marcus. Le visage de l'officier était figé dans une expression sévère alors qu'il pointait sa lampe de poche directement dans la voiture, même s'il faisait encore jour. L'officier des permis et de l'immatriculation, Peterson, aboya sans se soucier d'aucune salutation préliminaire. « Oui, monsieur », répondit poliment Marcus en gardant sa voix stable. « Mon permis est dans ma poche arrière et la carte grise est dans la boîte à gants. Je vais les chercher maintenant si ça ne vous dérange pas. » L'officier hocha sèchement la tête, le faisceau de sa lampe torche suivant chaque mouvement de Marcus. Dans le café, plusieurs clients s'étaient retournés pour regarder la scène se dérouler, quelques-uns avaient déjà sorti leur téléphone. Marcus lui tendit son permis et sa carte grise d'une main ferme. Les documents étaient impeccables, la carte grise datait à peine de 2 jours et son permis portait encore cette nouvelle carte brillante. L'officier Peterson les étudia avec un scepticisme évident. « C'est votre voiture ?» demanda l'officier, d'un ton indiquant clairement qu'il ne croyait pas que cela puisse être le cas. « Oui, monsieur, c'était un cadeau de fin d'études de mes parents. » Les sourcils de l'officier Peterson se levèrent. « Un cadeau de fin d'études très coûteux. Où vas-tu à l'école ? » « Je viens d'obtenir mon diplôme du lycée de Hamilton, monsieur, j'étais major de promotion.
Marcus garda sa voix calme, même s'il sentait son pouce accélérer. Sortez du véhicule. L'officier Peterson ordonna soudainement. Puis-je vous demander pourquoi, monsieur? Ai-je fait quelque chose de mal? J'ai dit, sortez du véhicule, répéta l'officier, sa main serrant son étui. Nous avons eu des rapports de véhicules volés dans la région. Marcus sentit un mélange familier de frustration et de peur monter dans sa poitrine. C'était exactement ce que son père lui avait dit, exactement ce à quoi il s'était entraîné. Tout en gardant ses mouvements lents et délibérés, il défit sa ceinture de sécurité devant le café. D'autres personnes s'étaient rassemblées pour regarder. Plusieurs téléphones enregistraient maintenant l'interaction entre les spectateurs. C'était l'ancien professeur de mathématiques de Mademoiselle Chen, Marcus, qui avait immédiatement reconnu son élève vedette. Elle sortit son téléphone, mais au lieu d'enregistrer, elle commença à taper un message à quelqu'un, qu'elle savait devoir être informée de cette situation. Alors que Marcus sortait prudemment de sa voiture, il se tenait grand et digne, tout comme son père le lui avait appris. Il portait sa veste de lettres du lycée de Hamilton, ses médailles de major de promotion toujours épinglées au LPO. L'ironie ne lui avait pas échappé. Il y a à peine 2 jours, il avait prononcé un discours de remise de diplôme sur le progrès et l'égalité, et maintenant il était là, preuve vivante du chemin qu'il leur restait à parcourir. Les prochains mots de l'officier Peterson allaient déclencher une chaîne d'événements qui allait secouer tout le département de police jusqu'à ses fondements, bien qu'aucun d'eux ne le sache encore. Faites face à la voiture et mettez vos mains sur le capot, ordonna l'officier Peterson, sa voix portant à travers la rue maintenant calme. Marcus obéit, sentant le métal chaud sous ses paumes. La surface noire de la Tesla reflétait son visage, et il se força à garder son sang-froid. Derrière eux, la foule devant le café s'était agrandie. Madame Chen, l'ancien professeur de mathématiques de Marcus, était maintenant au téléphone, parlant rapidement et doucement. Plusieurs autres spectateurs avaient leur téléphone en l'air, enregistrant tout. Le soleil du soir projetait de longues ombres sur la scène, donnant l'impression qu'un drame se déroulait en temps réel. « Sœur, » Marcus dit calmement. « Je peux prouver que c'est ma voiture. Il y a une vidéo de mes parents me la donnant à ma fête de remise des diplômes. Elle est juste ici sur mon téléphone. Ai-je dit que vous pouviez parler ?» L'agent Peterson aboya en se rapprochant. « Vous vous attendez à ce que je croie qu'un enfant comme vous peut se permettre une Tesla? Ces voitures coûtent plus cher que la plupart des maisons par ici. » L'agent commença une fouille brutale en vérifiant les poches de Marcus. Il sortit le portefeuille, le téléphone du garçon et les clés de la voiture, les plaçant sur le capot de la voiture. Quand il ouvrit le portefeuille, il trouva non seulement le permis de conduire de Marcus, mais aussi sa carte d'étudiant, montrant qu'il était major de la classe, plusieurs prix de réussite scolaire, et une photo de lui avec ses parents à sa remise des diplômes. L'agent Peterson ignora ces objets. Au lieu de cela, il prit le téléphone de Marcus, maintenant bourdonnant de messages entrants. L'écran affichait un SMS de papa avec l'aperçu indiquant « Fils, ça va? Madame Chen vient d'appeler. On dirait que vous essayez de mettre votre histoire au clair avec quelqu'un. » L'officier laissa tomber le téléphone sur le capot avec un fracas. Une deuxième voiture de police s'arrêta, gyrophare clignotant. L'officier Sarah Martinez en sortit, observant la scène devant elle. Elle avait déjà travaillé avec Peterson et connaissait sa réputation d'arrêter des voitures douteuses. Son regard se déplaça de la veste de Marcus à la foule croissante de témoins. « Quelle est la situation ?» demanda Martinez en s'approchant prudemment. « Possible grand test auto », répondit Peterson. Sujet, prétend que la voiture était un cadeau, mais vous savez comment ces histoires se passent. L'officier Martinez remarqua les médailles académiques sur la veste de Marcus et le contenu du portefeuille éparpillé sur le capot de la voiture. Quelque chose n'allait pas. Elle prit la carte d'étudiant de Marcus et l'examina de près. « Hamilton High, Valais-Victorian » demanda-t-elle directement à Marcus. « Oui, madame » répondit respectueusement Marcus. « Je viens d'obtenir mon diplôme il y a 2 jours. Cette voiture était un cadeau de mes parents. Mon père est... » J'ai dit calme, Peterson l'interrompit en se rapprochant de Marcus. « Martinez, vérifiez la voiture. Ces modèles sont des objets très recherchés pour le vol en ce moment. » L'agent Martinez fit le tour de la Tesla, remarquant les nouveaux papiers d'immatriculation visibles à travers le pare-brise. Pendant ce temps, Madame Chen avait finalement réussi à joindre quelqu'un d'important. Elle parlait d'urgence dans son téléphone. « Oui, Monsieur Williams, ils ne se sont pas étalés sur le capot de la voiture en ce moment.
Votre fils est parfaitement poli, mais cet officier, vous devez arriver rapidement. La situation devenait de plus en plus tendue. De plus en plus de personnes s'étaient rassemblées, et les murmures de la foule devenaient de plus en plus forts. Quelqu'un dans la foule cria. C'est juste un enfant, laissez-le tranquille. Le visage de Peterson se transforma en réaction à la foule. Tout le monde reste en arrière, cria-t-il. C'est une enquête policière. Marcus resta immobile, les mains sur le capot, mais son esprit s'emballait. Il savait que son père allait arriver. Il devait juste rester calme et suivre le protocole qu'ils avaient pratiqué. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer que l'agent Martinez n'arrêtait pas de regarder sa carte d'étudiant, puis lui. Son expression devenait de plus en plus inquiète. Peterson, Martinez dit doucement. Je pense que nous devrions vérifier 2 fois, j'ai déjà vu ça. Peterson lui coupa la parole. Belle voiture, fausse carte d'identité, une histoire de cadeau, configuration classique. Juste à ce moment-là, le téléphone de Marcus vibra à nouveau sur le capot de la voiture. L'écran s'illumina avec un autre message de son père, à 5 minutes. Reste calme, rappelle-toi ce que nous avons pratiqué. L'officier Peterson tendit la main vers ses menottes, le métal brillant dans la lumière du soir. Les murmures de la foule se transformèrent en protestations. Madame Chen enregistrait maintenant ses mains tremblantes, mais son téléphone restait stable. L'officier Martinez fit un pas en avant, clairement mal à l'aise avec la façon dont la situation s'aggravait. Ce qui se passa ensuite serait diffusé sur toutes les chaînes d'information locales le matin, mais pour l'instant, la tension dans l'air était électrique, alors que l'officier Peterson prenait une décision qui changerait sa carrière à jamais. Le métal froid des menottes claqua autour des poignets de Marcus alors que l'officier Peterson tirait brutalement ses bras derrière son dos. Les voix en colère de la foule devinrent plus fortes, mais Peterson semblait prendre leur réaction comme une confirmation qu'il faisait quelque chose de bien. L'officier Martinez se tenait sur le côté, son visage montrant un malaise clair avec la situation. Vous avez le droit de garder le silence, commença Peterson à réciter les droits Miranda, sa voix portant à travers le trottoir maintenant bondé. Tout ce que vous direz peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Madame Chen poussa un cri et s'avança dans la foule, son téléphone enregistrant toujours. C'est absolument ridicule, cria-t-elle. Je connais Marcus depuis 4 ans, c'est l'élève le plus chétif que j'ai jamais enseigné. L'agent Peterson l'ignora, continuant avec ses droits, alors qu'il guidait Marcus vers la voiture de police. Marcus marchait la tête haute, se souvenant des paroles de son père. Si le pire arrive, reste digne, montre-leur ta force, pas ta peur. L'agent Martinez s'approcha de son partenaire en parlant à voix basse. Peterson, regarde à nouveau sa carte d'étudiant, quelque chose ne va pas ici, peut-être devrions-nous vérifier 2 fois. Tu es trop doux, répondit Peterson, l'interrompant. Voiture riche, mauvais quartier, mauvais enfant, fais le calcul. Juste à ce moment-là, un SUV noir élégant avec des plaques d'immatriculation gouvernementale arriva en crissant au coin de la rue. Il s'arrêta derrière les voitures de police, ses pneus crissant légèrement sur l'asphalte. La foule se retourna pour regarder. Beaucoup étaient toujours en train d'enregistrer avec leur téléphone. Marcus, maintenant debout à côté de la voiture de police, sentit un petit sourire se former sur ses lèvres. Il connaissait ce véhicule, il savait ce qui allait se passer. Le procureur David Williams sortit du SUV, vêtu d'un costume parfaitement taillé malgré l'heure tardive. Sa présence ordonna la détention immédiate de plusieurs personnes. Dans la foule, il altère en le reconnaissant. Derrière lui, 2 avocats adjoints émergèrent portant des mallettes. L'agent Peterson, la voix du procureur retentit de l'autre côté de la rue. Je vous suggère de retirer immédiatement ces menottes de mon fils. Le visage de Peterson se vida de ses couleurs. Il se figea, une main toujours sur le bras de Marcus. Les yeux de l'agent Martinez s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit enfin pourquoi la carte d'étudiant lui semblait si familière. Elle avait vu la photo du procureur d'innombrables fois au commissariat. Votre fils. Peterson bégaya, sa confiance s'évaporait. Marcus Williams, dit David Williams en s'approchant. Major de promotion du lycée Hamilton, bénéficiaire d'une bourse complète pour l'université de Yale. Et oui, mon fils, le jeune homme que vous venez d'arrêter pour avoir conduit son cadeau de fin d'études. La foule était devenue complètement silencieuse. Le téléphone enregistrait toujours pendant que la scène se déroulait. Madame Chen avait un sourire satisfait sur son visage alors qu'elle continuait à tout document.
Je suivais simplement le protocole, expliqua Peterson, mais sa voix était faible. Le procureur Williams haussait un sourcil. Veuillez expliquer quel protocole consiste à arrêter un mineur sans motif, ignorer une pièce d'identité valide et rejeter une preuve de propriété. Il se tourna vers l'agent Martinez. Retirez ces menottes, s'il vous plaît. Martinez s'avança rapidement, la main tremblant légèrement en déverrouillant les menottes. Marcus se frotta les poignets, mais garda son calme, comme on lui avait appris. Tout est sur leur caméra corporelle, dit doucement Marcus. Le procureur Williams hocha la tête. En effet, c'est son fils. Il se tourna pour s'adresser aux deux officiers. Je veux que ces caméras soient sécurisées immédiatement. Nous allons revoir chaque seconde des images depuis le moment où vous avez commencé à suivre la voiture de mon fils. Le visage de Peterson devint pâle. Sa caméra corporelle semblait soudainement très lourde sur sa poitrine. Derrière lui, plusieurs officiers supérieurs arrivaient maintenant sur les lieux, probablement alertés par le dispatch de la présence du procureur M. Williams. L'officier Martinez s'avança. Je tiens à m'excuser. Gardez cela pour l'enquête officielle, interrompit fermement mais sans méchanceté Williams. Pour l'instant, je ramène mon fils à la maison, mais demain matin, nous allons avoir une très longue conversation sur le profilage racial dans ce département. Alors que Marcus récupérait ses affaires sur le capot de sa Tesla, la foule commença à applaudir. Madame Chen s'avança pour lui faire un rapide câlin. Je savais que ton père réglerait ça, chuchota-t-elle. Marcus monta dans sa voiture. Le SUV de son père s'arrêta derrière lui pour l'escorter chez lui. Alors qu'il s'éloignait, l'officier Peterson resta figé, regardant sa carrière s'effondrer sous ses yeux. La nuit n'était pas encore terminée, mais la véritable tempête commencerait demain matin au commissariat. Derrière lui, Martinez était déjà à la radio, racontant ce qui était arrivé à leurs officiers supérieurs. La foule se dispersa lentement, leur téléphone rempli d'images qui allaient bientôt envahir les réseaux sociaux. Cet incident allait changer non seulement la vie de Peterson, mais aussi l'approche du département tout entier en matière de contrôle routier. Les lumières fluorescentes du poste de police bourdonnaient au-dessus de leur tête tandis que l'officier Peterson était à son bureau, en train de remplir ce qui semblait être son dernier rapport de police. Il était 21 heures, mais la station était inhabituellement active. Les nouvelles de ce qui était arrivé au fils du procureur s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans le département. Le capitaine Roberts se tenait dans son bureau, la mousse pressée contre son oreille. Son visage devenait de plus en plus rouge à chaque minute. À travers les murs de verre, tout le monde pouvait le voir faire les 100 pas. Les stores étaient ouverts, le passage d'un officier pouvait saisir des extraits de sa conversation. Oui, monsieur. Non, monsieur. Je comprends la gravité. Oui, les images de la caméra corporelle sont sécurisées à la réception. L'officier Martinez faisait sa déclaration aux affaires internes, ses mains tortillant autour d'un gobelet en papier de café froid alors qu'elle décrivait tout ce dont elle avait été témoin. J'ai essayé de lui dire que quelque chose n'allait pas, expliqua-t-elle aux enquêteurs. La carte d'identité de l'enfant, sa veste l'éterment, la nouvelle immatriculation de la voiture, tout a été vérifié. La porte du poste s'ouvrit, et un silence tomba sur la pièce. Le procureur David Williams entra, suivi de deux membres de son équipe juridique. Il avait changé de costume pour des vêtements plus décontractés, mais sa présence n'en était pas moins imposante. Les officiers supérieurs se précipitèrent pour avoir l'air occupé, évitant le contact visuel. Le capitaine Roberts s'avança hors de son bureau. « Monsieur Williams, nous vous attendions. S'il vous plaît, venez par ici. » En fait, dit Williams, sa voix portant à travers la pièce silencieuse, je pense que nous aurons besoin de votre plus grande salle de conférence. Il ne s'agit plus seulement de mon fils. Il se tourna pour s'adresser à toute la station. Il s'agit de chaque jeune qui a été arrêté pour conduite en étant noir en ville. Peterson s'enfonça plus bas dans son siège, essayant de devenir invisible, mais Williams l'avait déjà repéré. Officier Peterson, ils nous rejoindront aussi. La grande salle de conférence se remplit rapidement. Les enquêteurs des affaires internes étaient assis d'un côté, leurs ordinateurs portables ouverts. Le capitaine Roberts et trois officiers supérieurs occupaient un autre côté. Williams et son équipe juridique prirent position au bout de la table. Peterson était assis seul du quatrième côté, paraissant petit dans son uniforme. Diffusez les images, ordonna Williams sur le grand écran fixé au mur. La vidéo de la caméra corporelle commença à être diffusée.
Tout le monde regarda en silence toute l'interaction de Peterson avec Marcus se dérouler. Le profilage racial était évident dès le moment où Peterson avait commencé à suivre la Tesla sans raison, en passant par son interrogatoire agressif jusqu'à l'arrestation injustifiée. Lorsque la vidéo se termina, Williams se leva. Il ne s'agit pas seulement du mauvais jugement d'un officier, dit-il en regardant autour de la pièce. Il s'agit d'un système qui a fait croire à l'officier Peterson que ses actions seraient acceptables. Il sortit un épais dossier et le posa sur la table. Dans ce dossier, j'ai des statistiques des 5 dernières années, contrôle routier, arrestations et plaintes triées par race. Les chiffres racontent une histoire très claire. Il marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer. Une histoire qui se termine aujourd'hui. Peterson trouva finalement sa voix. Monsieur, je veux m'excuser, je ne savais pas. C'est précisément le problème, interrompit Williams. Vous ne saviez pas que Marcus était mon fils, alors vous avez pensé que c'était normal de le traiter comme un criminel. Combien d'autres jeunes hommes avez-vous traité de la même manière, officier Peterson? Des hommes qui n'avaient pas de procureur pour père? Le capitaine Roberts s'éclaircit la gorge. Que proposez-vous, monsieur Williams? Une refonte complète du département, répondit Williams sans hésitation. Nouveau protocole de formation, évaluation régulière des préjugés, comité de surveillance communautaire, et examen des caméras corporelles. Soit nous réglons cela systématiquement, soit je donne tout ce que j'ai aux médias. Les enquêteurs des affaires internes tapaient frénétiquement, documentant chaque mot. Peterson fixait ses mains, sa carrière défilait devant ses yeux. Quant à l'officier Peterson, Williams continua. Je ne demande pas encore son badge. Tout le monde leva les yeux avec surprise. À la place, je veux qu'il fasse partie de la solution, formation sur les préjugés, services communautaires et réunions régulières avec les dirigeants communautaires. Parfois, les meilleurs défenseurs du changement sont ceux qui ont vu clairement leurs propres préjugés pour la première fois. La réunion se poursuivit tard dans la nuit. À l'extérieur de la salle de conférence, les officiers se rassemblèrent en petits groupes, discutant des changements à venir. Certains semblaient inquiets, d'autres soulagés. À la réception, une photo de Marcus lors de sa cérémonie de remise des diplômes se trouvait toujours là où Martinez l'avait placé plus tôt, un rappel que derrière chaque contrôle routier se trouvait un être humain avec une histoire. Les anciennes méthodes de la station prenaient fin et un nouveau chapitre commençait, qu'il soit prêt ou non. Le changement arrivait au département, et il arrivait vite. Une semaine après l'incident, l'officier Peterson était assis nerveusement dans une salle de réunion du centre communautaire. Autour de lui, 30 adolescents des lycées locaux, dont Marcus, attendaient que la séance commence. Cela faisait partie de son programme de réhabilitation face à la communauté qui l'avait entouré. Marcus regardait Peterson essuyer la sueur de son front. L'officier avait l'air différent, dans des vêtements décontractés, plus petit en quelque sorte, plus humain. Madame Chen était assise à côté de Marcus, s'étant portée volontaire, semblant modérer la séance. Elle était devenue une sorte d'héroïne locale après que sa vidéo soit devenue virale. Officier Peterson, commença Madame Chen, sa voix douce mais ferme, voulez-vous commencer par partager vos pensées avec ses étudiants? Peterson se leva lentement, ses mains tremblaient légèrement alors qu'il agrippait le podium. La salle devint silencieuse. Plusieurs étudiants avaient leur téléphone en train d'enregistrer. Je m'appelle James Peterson, commença-t-il d'une voix rauque d'émotion. Il y a une semaine, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai arrêté un jeune homme sans raison, sauf la couleur de sa peau et la voiture qu'il conduisait. Il s'arrêta en regardant directement Marcus. J'avais tort, avoua-t-il. Au fond de la salle, le procureur Williams se tenait debout, observant tranquillement. Sa proposition de réforme de la police gagnait déjà le soutien des membres du conseil municipal, mais il savait que le vrai changement commençait par des conversations comme celle-ci. Je suis policier depuis 15 ans, continua Peterson, et jusqu'à la semaine dernière, je pensais être l'un des bons. Mais en regardant les images de ma caméra corporelle. Sa voix se brisa. Je me suis vu à travers vos yeux, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Une jeune fille leva la main. Combien d'autres enfants avez-vous arrêtés comme ça? Des enfants qui n'avaient pas de parents importants pour les aider. Le visage de Peterson rougit de honte. Trop nombreux, admit-il. J'ai passé la semaine dernière à revoir tous mes contrôles routiers. Le schéma est clair et inexcusable. Au poste de police de l'autre côté de la ville, l'agent Martinez dirigeait une nouvelle séance de formation. Sur l'écran derrière elle,
des images de divers contrôles routiers, y compris l'incident de Marcus, étaient diffusées. Voici comment ne pas gérer une situation, expliqua-t-elle à la salle pleine d'agents. Mais plus important encore, voici comment les préjugés se transforment en discrimination, même lorsque nous ne réalisons pas que cela se produit. De retour au centre communautaire, Marcus se leva pour parler. La salle devint encore plus silencieuse. L'agent Peterson a dit que mon père m'avait appris à gérer les contrôles de police lorsque j'avais 12 ans. Nous nous sommes entraînés dans notre garage, mettre mes mains, comment parler, quand bouger. Aucun enfant ne devrait avoir à répéter ça. Restez en vie. Des larmes se formèrent dans les yeux de Peterson. Au fond de la salle, le procureur Williams regardait son fils avec fierté, mais Marcus continua. Mon père m'a aussi appris le pardon et le changement. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, non pas pour vous faire honte, mais pour aider à construire quelque chose de meilleur. Madame Chen divisa ensuite la salle en petits groupes. Des policiers, volontaires pour le programme, étaient assis avec les élèves, écoutant leurs expériences. Des histoires coulaient à flot, des histoires de peur, d'incompréhension et d'espoir de changement. Peterson se retrouva dans un groupe avec Marcus et 3 autres élèves. Ils partagèrent leurs histoires de profilage, de vie avec une anxiété constante lors des contrôles routiers. C'était la première fois que Peterson écoutait vraiment. Pendant ce temps, à l'hôtel de ville, Diana Williams, la mère de Marcus, présentait une nouvelle loi au conseil municipal. Le projet de loi exigerait une formation régulière sur les préjugés, des programmes d'engagement communautaire et une surveillance stricte des schémas de contrôle routier. L'expérience de mon fils nous a ouvert les yeux, dit-elle aux membres du conseil. Ce n'était pas à propos de lui, c'était à propos de chaque enfant qui n'avait pas de procureur pour père. La séance au centre communautaire se termina. Peterson s'approcha de Marcus en privé. Je sais que, désolé, ne suffit pas, dit-il doucement, mais je veux que tu saches que tu m'as changé ma façon de voir les choses. Marcus hocha la tête en tendant la main. Il ne s'agit pas seulement de changement, officier Peterson. Il s'agit de s'assurer que le changement dure. Alors que les gens sortaient du centre communautaire, le procureur Williams regardait son fils parler avec d'autres étudiants. L'incident avait été douloureux, mais il avait déclenché quelque chose de puissant. De vraies conversations avaient lieu, de vrais changements commençaient. Madame Chen rassembla ses affaires, souriant à la vue d'anciens adversaires parlant maintenant comme des gens qui se comprenaient. Elle savait que ce n'était que le début d'un long voyage, mais au moins ils avaient fait les premiers pas ensemble. Dehors, le soleil se couchait sur la ville. C'était la même ville qu'avant, mais quelque chose était différent maintenant. Le changement était dans l'air, et cela avait commencé par un contrôle routier, un jeune homme courageux et un officier apprenant à voir avec de nouveaux yeux. 3 mois après l'incident, Marcus se tenait devant un auditorium bondé au siège de la police. Derrière lui, un grand écran affichait des statistiques et des graphiques. À 17 ans, il était devenu le plus jeune membre du nouveau conseil des relations communautaires de la police, et aujourd'hui était sa première grande présentation. Au cours des 3 derniers mois, Marcus expliqua, en montrant l'écran, que les plaintes pour contrôle routier avaient diminué de 60%, mais plus important encore, la confiance de la communauté avait commencé à augmenter. Sa voix était confiante, portant à travers la salle remplie d'officiers, de fonctionnaires de la ville et de membres de la communauté. L'officier Peterson était assis au premier rang, portant à nouveau son uniforme. Après avoir terminé une formation intensive sur les préjugés et avoir travaillé en étroite collaboration avec le programme communautaire, il avait été réintégré au service actif. Mais il était différent maintenant. Son nouveau rôle se concentrait sur la formation d'autres officiers sur la sensibilisation aux préjugés et les relations communautaires. L'officier Peterson, Marcus dit en lui faisant un geste, « Aimeriez-vous partager votre expérience avec le nouveau programme de formation ?» Peterson se leva, face à ses collègues officiers. Il y a 3 mois, le problème était comment? Commença-t-il. Honnêtement, aujourd'hui, je fais partie de la solution. Chaque contrôle routier que je fais maintenant est enregistré et examiné. Chaque interaction est une chance de prouver que le changement est possible. Dans le public, Madame Chen souriait fièrement. Sa classe était devenue un lieu de rencontre hebdomadaire pour le programme de dialogue entre la police et les jeunes qu'elle avait commencé avec Marcus. Le programme s'était déjà étendu à 3 autres lycées de la ville. Le procureur Williams était assis avec le chef de la police. Les 2 hommes hochaient la tête en examinant le rapport d'étape. Les réformes qu'ils avaient mises en œuvre devenaient un modèle pour d'autres villes. La semaine dernière,
2 autres procureurs d'État sont venus en savoir plus sur notre programme, dit Marcus. Le mois prochain, nous lançons une nouvelle application. Elle permet aux conducteurs d'accéder immédiatement à leurs droits lors des contrôles routiers et démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est activée. Il fit une démonstration de l'application à l'écran. Il ne s'agit pas d'attraper les mauvais officiers, mais de protéger tout le monde, officiers et citoyens. L'officier Martinez, maintenant promu sergent, se leva pour parler. L'application permet également aux officiers de savoir qu'ils sont enregistrés, expliqua-t-elle. Il s'agit de transparence des 2 côtés. Quand tout le monde sait qu'il est surveillé, tout le monde se comporte mieux. Au fond de la salle, Diana Williams regardait son fils avec des larmes de fierté dans ses yeux. À côté d'elle, la sœur cadette de Marcus, Sophia, enregistrait tout sur son téléphone. La vidéo serait plus tard partagée dans le cadre de leur documentation continue des changements qui se produisaient dans leur ville. Après la présentation, Peterson s'approcha de Marcus. « Elle commence le mois prochain, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il. Marcus hocha la tête. « Oui, mais je reviendrai chaque mois pour les réunions du conseil. Ce travail est trop important pour arrêter. Tu sais que ma fille est au collège maintenant, ajouta Peterson. La semaine dernière, elle m'a dit qu'elle voulait être avocate, comme vos parents. Elle a dit qu'elle voulait t'aider à rendre les choses justes pour tout le monde. » L'équipe de presse locale qui avait filmé la présidence captura ce moment entre Marcus et Peterson. Leur histoire était devenue un symbole de la façon dont un conflit pouvait conduire à un changement positif lorsqu'il était géré avec sagesse et compassion. Plus tard dans la soirée, dans un restaurant local, la famille Williams célébrait avec Madame Chen et plusieurs membres du conseil d'administration. Le téléphone de Marcus n'arrêtait pas de vibrer avec des messages d'autres villes demandant des nouvelles de leur programme de réforme. « Avez-vous déjà pensé que, » demanda Madame Chen au procureur Williams, « qu'un contrôle routier mènerait à tout cela ?» Williams secoua la tête. « Non, mais j'ai toujours su que Marcus ferait quelque chose de spécial. Il avait juste besoin du bon moment. » Marcus regarda autour de la table. Le groupe improbable réunit là ses parents, son ancien professeur, des policiers et des dirigeants communautaires avaient 3 mois auparavant été dans des camps opposés. Maintenant, ils travaillaient ensemble pour le changement. Le vrai test, dit Marcus, c'est que nous continuerons cela après mon départ pour l'université. Ne vous inquiétez pas, Peterson lui assura. Nous ne reviendrons pas aux anciennes méthodes. Trop de gens regardent maintenant. Trop de gens s'en soucient. À l'extérieur du restaurant, une voiture de police passa avec ses phares allumés. Personne à la table ne s'est tendu ou inquiété. C'était peut-être le plus grand changement de tous, le lent retour de la confiance entre la police et leur communauté. La soirée se termina. Marcus vérifia ses notes de présentation pour demain. Il parlerait dans un autre service de police dans une ville voisine. L'effet d'entraînement de ce contrôle routier se propageait encore, changeant des vies bien au-delà des limites de leur propre ville. L'auditorium de l'université Yale était plein à craquer. Marcus Williams, maintenant 18 ans et terminant sa première année, se tenait au podium, s'adressant à une conférence nationale sur la réforme de la police. Derrière lui, un grand écran montrait des visages familiers, l'officier Peterson, Madame Chen et son père, tous souriant à travers un appel vidéo. Il y a 1 an, commença Marcus, je n'étais qu'un enfant avec une nouvelle voiture. Aujourd'hui, je parle au service de police à travers le pays de notre réussite. Mais ce n'est pas seulement mon histoire, elle appartient à tous ceux qui ont contribué à transformer un moment d'injustice en un mouvement pour le changement. Dans le public, les chefs de police de 50 villes différentes prenaient des notes. Leurs services avaient tous vu la vidéo virale de l'arrestation de Marcus, mais plus important encore, ils avaient vu les changements remarquables qui avaient suivi dans leur ville, chez eux. L'officier Peterson était assis dans sa voiture de patrouille, regardant le discours de Marcus sur son téléphone pendant sa pause. Son badge de police avait maintenant un nouvel ajout, une petite épingle l'identifiant comme un agent des relations communautaires. Sa fille était assise à côté de lui dans la voiture, portant fièrement son t-shirt de futur avocat. « Ton ami Marcus change vraiment les choses, papa », dit-elle en regardant le discours. Peterson sourit. « Il m'a changé en premier », répondit-il doucement. Au lycée Hamilton, la classe de Madame Chen était devenue célèbre. Les murs étaient couverts d'articles de presse et de photos documentant la transformation de leur ville. Une photo encadrée montrait Marcus et l'agent Peterson parlant ensemble lors de la cérémonie de remise des diplômes le mois dernier, où ils avaient tous deux été invités comme conférenciers principaux.
Le procureur Williams regarda le discours de son fils depuis son bureau, où il rencontrait des responsables du ministère de la Justice. Le programme de réforme de leur ville était considéré comme un modèle pour une mise en œuvre nationale. Votre fils, un fonctionnaire, a commenté un responsable, a fait plus pour la réforme de la police que des décennies de législation. Marcus vient de nous montrer le chemin, répondit Williams. Le vrai changement s'est produit parce que tout le monde était prêt à écouter et à apprendre. Au poste de police, l'officier Martinez, maintenant le lieutenant Martinez, effectuait son examen hebdomadaire des données des contrôles routiers. Les chiffres racontaient une belle histoire, les plaintes avaient diminué de 80%, la satisfaction de la communauté avait augmenté de 70% et surtout, aucun incident de profilage racial n'avait eu lieu au cours des 6 derniers mois. Sur son bureau se trouvait un exemplaire du manuel qu'elle avait écrit ensemble, à cause des préjugés, pour établir une nouvelle approche de la police de proximité. Il était désormais obligatoire de lire ce discours à l'Académie de police de Yale. Marcus conclut son intervention. L'application que nous avons créée a été téléchargée 2 millions de fois, annonça-t-il. Mais le véritable succès ne réside pas dans les chiffres, mais dans les histoires. Les officiers et les citoyens apprennent à se faire confiance à nouveau. Les communautés guérissent. Les gens changent. Le flux vidéo montrait Peterson hochant la tête en signe d'accord. Il devait prendre la parole lors de la remise des diplômes de l'Académie de police le mois suivant. Son discours se concentrerait sur son parcours personnel, de la participation au problème à la solution. Après la conférence, Marcus appela sa mère par vidéo. Diana Williams était au tribunal où elle venait de remporter une autre affaire soutenant la réforme de la police dans un État voisin. « Maman, dit-il avec enthousiasme, 5 autres États souhaitent mettre en œuvre notre programme ce soir-là. » De retour dans leur ville natale, une cérémonie spéciale avait lieu. Le centre communautaire où tout avait commencé était rebaptisé le Williams Peterson Center for Community Unity. Il semblait impossible que les deux noms soient un jour réunis. C'était le but de montrer que le changement était toujours possible. Madame Chen avait coupé le ruban lors de la cérémonie 1 an auparavant. Elle dit à la foule. « J'ai enregistré une vidéo d'injustice aujourd'hui. J'enregistre l'histoire à la fin de la cérémonie. » La fille de l'officier Peterson s'approcha de Marcus, qui était à la maison pour l'événement. « À cause de vous et de mon père, dit-elle, je sais que les policiers peuvent être de bonnes personnes qui font parfois des erreurs. Et les erreurs peuvent être corrigées si les gens sont prêts à apprendre. » Marcus sourit en se souvenant de l'adolescent effrayé qu'il avait été il y a 1 an. Maintenant, il aidait à ébranler la politique nationale, parlait lors de conférences et voyait de vrais changements se produire. Mais plus important encore, il comprenait comment un moment géré avec dignité et sagesse pouvait transformer une communauté entière. Le soleil se couchait sur leur ville, et les voitures de patrouille roulaient paisiblement dans les rues. Des officiers, portant des caméras corporelles et munis de nouveaux certificats de formation, parlaient de leurs résultats de tests de sobriété sur leur tableau de bord. L'application de Marcus brillait doucement, un rappel constant que la transparence et la confiance vont de pair, et que la vérité avait été révélée il y a 1 an, mais la lumière n'avait fait que se renforcer depuis lors. Elle répandait l'espoir et le changement bien au-delà d'un contrôle routier, d'un officier et d'un jeune homme courageux.